Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui parlera de plein de genres de musique différents, que ça soit samba, rock, pop, disco, rap. Sur cette chaîne, je parlerai d'albums et d'artistes qui me semblent importants à connaître et qui ne sont pas forcément connus par les gens de ma génération. Aujourd'hui, on a accès à tellement de contenu musical facilement que c'est compliqué de savoir où donner de la tête. C'est un peu la malédiction de notre génération. On a accès à tellement de contenu qu'on ne sait jamais quoi consommer. Je ne suis pas un expert, je suis juste quelqu'un qui a eu la chance d'avoir pu écouter plein de genres musicaux pendant sa vie, et je me suis dit que ça serait dommage de tout garder pour moi. D'ailleurs, ça me tient à cœur que mon contenu reste accessible pour tout le monde, donc si vous trouvez que c'est trop compliqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc quoi de mieux pour commencer une chaîne YouTube sur la musique que de parler d'intro d'album. Donc évidemment cette vidéo sera tout sauf exhaustive, vu qu'il existe tout simplement quasiment autant d'intros que d'albums. Mon but avec cette vidéo c'est de viser large et de vous donner envie de découvrir plein de choses différentes. Ce ne sont pas seulement des très bonnes intros, ce sont des très bonnes intros qui font partie d'excellents albums. D'ailleurs pour moi, une excellente intro ce n'est pas seulement un excellent morceau, c'est un excellent morceau qui sait mettre dans les bonnes prédispositions pour écouter la suite de l'album. Les outros sont aussi évidemment très importantes, mais bon, on a assez à faire pour aujourd'hui. Peut-être qu'on en parlera, qui sait, pour la fin de cette chaîne. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, les deux premiers noms qui me sont venus à l'esprit sont Future et UGK, mais vu que le YouTube français est déjà rempli de vidéastes sur le rap, j'ai décidé de mettre ce genre de côté puisque je voulais parler de musique plus en général. J'aimerais quand même faire une dédicace à un album exceptionnel que j'ai hésité à mettre dans la liste, mais bon, vu qu'il a que 2 morceaux en son sein, c'était quand même un peu tiré par les cheveux. Il s'agit de The Creator as a Master Plan de Pharoah Sanders sur l'album Karma sorti en 1969. Avec ce saxophone qui est juste divin. J'aimerais aussi citer un album live qui est très cher à mon cœur, mais du coup vu que c'est live ça rentre pas trop dans les critères. C'est le live acoustico George Benjor A+B qui a comme intro Jorge da Cappadoce et qui est pour moi un des meilleurs lives de tous les temps. Bon, maintenant que cette intro de vidéo est terminée, passons à celle des albums. Nous partons en premier lieu pour l'Argentine avec un album assez particulier. Gustavo Cerati était le chanteur et leader du groupe sud-américain de rock Soda Stereo, un groupe de rock très connu dans les années 80 et 90 dans la sphère hispanophone. Après le dernier album du groupe en 1995, Gustavo va pouvoir se concentrer à fond sur son 3e album solo, Beau Canada. Et messieurs dames, je vais difficilement avoir les mots pour un tel chef-d'œuvre. Décrire de quoi est fait cet album n'est pas quelque chose de facile. Pour faire simple, je dirais que Gustavo mélange ses influences rock avec des sonorités beaucoup plus électroniques et trip-hop. Ce qui donne pour moi d'ailleurs un des albums les plus variés que j'ai entendu de ma vie. Dans les couplets d'Ngana, on a par exemple quelque chose de très organique et classique. Todo comenzó en un cuarto que olvidé, el roce de la seda. Beautiful, lui, est un morceau qui a des percussions très trip-hop. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas la trip-hop, c'est un genre de musique qui peut avoir ce genre de drums. Et enfin, Alma, lui, tire complètement dans l'électro avec notamment ses synthétiseurs. Mais à mes yeux, le morceau qui résume tout ce que je viens de dire, c'est l'intro, vu que c'est le thème de la vidéo en fait. Là on rentre dans une catégorie d'intro que j'aime beaucoup, celle qui te chope à la gorge dès la première seconde. Donc là, comme vous avez pu entendre, on a un extrait de batterie acoustique qui a été tourné en boucle et redécoupé plusieurs fois, et tout ça de façon très électronique.
Et rien que ça, c'est la première preuve pour moi de ce à quoi on doit s'attendre dans cet album, c'est-à-dire un mélange de genres de tous les horizons. Juste après, on a la basse et les autres percussions qui s'ajoutent. Tout ça sonne très organique, pour encore créer du contraste avec ce qu'on a entendu d'électronique avant. Et d'ailleurs, juste après, on a la place au chant et à la guitare. Cerati a décidé de suivre une construction très classique pour ce morceau, mais très efficace pour une intro. Des couplets qui annoncent le calme avant la tempête, et ensuite un refrain qui est très puissant, surtout vocalement dans ce cas. Cette voix qui se déchire, je trouve que c'est une merveilleuse façon de créer de l'emphase avec l'auditeur. On accède directement à la sensibilité de l'artiste et c'est quelque chose que je trouve très impressionnant. J'ai découvert Monsieur Cerati par ce projet et comment vous dire que j'ai pris une claque dès l'intro. Sur la fin du morceau, on entendra des synthétiseurs s'ajouter pour encore une fois ajouter quelque chose à la balance acoustique électronique du morceau. En bref, si je vous parle de cette intro en premier, c'est pas pour rien, c'est parce que je trouve que c'est une des meilleures du genre. Et j'espère d'ailleurs que ça donnera envie à plein de gens de pouvoir écouter cet album en entier. Bon, il est temps de parler de l'album le plus récent de cette sélection, qui est déjà pour moi un classique, je pense qu'on peut le dire 6 ans après sa sortie. Il s'agit de Igor de Tyler, the Creator. Ouais, waouh, mais ça serait pas ça en plus? Ouais. Pur hasard, hein, c'est juste le seul poster que j'ai chez moi. Ah ouais. Pour son 6ème album studio, Tyler, the Creator nous sert un album aux couleurs de R&B néo-soul expérimental avec certaines teintes de rap encore, mais beaucoup moins dominantes que sur les albums précédents. C'est d'ailleurs pour ça que pour moi il ne brise pas ma règle que j'ai énoncée en intro. Tyler, the Creator a toujours été un artiste à part musicalement, que ça soit dans sa première période et même sa seconde qu'on peut compter à partir de Flower Boy voire Cherry Bomb, allez. Il a su se réinventer plusieurs fois jusqu'à créer ses propres sonorités, même si évidemment il a des influences qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure. Rien que le plus gros hit de l'album, Earthquake, montre la voix du chanteur slash rappeur sous une version pitchée dans les aigus assez étrange, en tout cas pour les standards de l'époque. On peut aussi citer les synthétiseurs bien gras qu'il utilise pour les basses. Et aussi les percussions à la Pharrell Williams, son idole, jusqu'à même imiter son tag de répéter le premier temps 4 fois avant le début d'un morceau. Et une dualité dans les albums entre les morceaux très énergiques avec beaucoup de percussions et beaucoup de basses et les morceaux beaucoup plus doux et planants. Une structure qu'on retrouve d'ailleurs surtout sur ces albums à partir de Cherry Bomb justement. Je pense que c'est à partir de Igor que Tyler, the Creator a été considéré comme un très grand artiste des années 2010 et 2020. On parle quand même d'un album qui a tous ses morceaux à plus de 100 millions d'écoutes sur Spotify, ce qui est énorme. C'est à partir de cet album qu'il quittera définitivement les comparaisons avec Pharrell Williams et qui se rapprochera beaucoup plus d'un André 3000 dans le personnage. Pour ceux qui connaissent pas, André 3000 c'est la moitié d'Outkast et c'est un peu le rappeur lover par excellence. Je vous conseille d'ailleurs très fortement son morceau Happy Valentine's Day qui a pour moi tout d'un morceau qui aurait pu être dans Igor. Trêve de mondanité, maintenant revenons sur l'intro du projet. Igor's thème, de par son titre, annonce une approche cinématographique de l'album. On va suivre les aventures d'un personnage qui s'appelle Igor et voici son thème, la musique qui le représente le plus. Le morceau laisse très peu de place vocale à Tyler, il en laisse beaucoup plus au feat de ce son qui est l'Illusivert. Tyler s'occupant principalement des backs comme He's Coming, Run In ou Igor. Dans ses paroles, l'Illusivert nous indique que le pauvre petit Tyler, the Creator, donc Igor,
ne fait que courir partout, mais nous on sait pas vraiment pourquoi. Dans la suite de l'album, on comprendra que le personnage d'Igor n'est qu'un pauvre petit cœur d'artichaut qui se fera briser le cœur plusieurs fois jusqu'à demander à la personne s'ils peuvent rester amis. Du point de vue musical, le morceau commence par une grosse basse analogique pendant 20 secondes. Et ensuite, elle va être rejointe par des percussions et les backs qui annonceront un peu l'entrée du personnage sur la scène en courant justement. J'aime aussi énormément le traitement qui est fait sur la voix de Lil Uzi Vert, légèrement pitché avec un effet bien bizarre, tellement qu'on le reconnaît presque pas. Et ce dernier sera rejoint par Solange, qu'on retrouvera aussi sur le 3e morceau de l'album, I Think. Le morceau connaît une ascension très satisfaisante, tout ça jusqu'au bridge de piano qui est un peu le calme avant la tempête, puisqu'après on a l'explosion finale avec un synthé bien incisif qui est toujours accompagné du thème de Igor à la basse. Absolu cinéma, j'ai envie de dire. Aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de gens prêtent comme qualité qu'un album doit avoir un aspect cinématographique avec du coup des interludes scénaristiques, etc. Je tiens à dire que je suis absolument pas d'accord avec ça et je trouve ça même un peu rabaissant pour la musique de devoir singer un autre art. Pour le cas de Igor par exemple, je trouve ça bien plus élégant et les seuls éléments cinématographiques qui peuvent nous aider à comprendre la fameuse histoire de cet album sont les clips dans lesquels on peut voir Igor courir partout et voir son petit cœur se briser. Est-ce que si je vous parle de City Pop, ça vous dit quelque chose? Non. Sinon, est-ce que si je vous passe ça, ou même ça, ça ne vous dit rien? Si. Pour faire court, la City Pop, c'est un genre japonais qui a vu le jour à la fin des années 70, jusqu'à son apogée dans les années 80, et qui mélange R&B, pop et disco. C'est un genre qui a toujours eu une esthétique très classe et élégante. Pas de synthé de mauvais goût, un mix sans un pet de gras, et au final un résultat très clean. Même si le genre évoque en général une nostalgie heureuse, ce n'est pas pour autant qu'il sonne vieux pour nos jeunes oreilles. La City Pop a d'ailleurs une histoire un peu marrante, vu qu'elle a connu un regain de popularité juste énorme à la fin des années 2010, surtout en Occident d'ailleurs. Premièrement, YouTube a mis beaucoup de ses musiques en avant, notamment Plastic Love de Maria Takeuchi qui est devenu un peu le symbole de ce genre. Et ensuite avec l'émergence des genres du future funk et de la vaporwave qui puisaient énormément dans les musiques de city pop pour en faire des remixes soit plus dansants pour le future funk, soit plus planants pour la vaporwave, que beaucoup de gens ont découvert finalement la city pop. Et c'est d'ailleurs le cas vu que dans mes années folles, mes jeunes années, je consommais beaucoup de vaporwave. Et d'ailleurs la vaporwave, retenez bien ce mot parce qu'on va en parler juste après. Bon, ça c'était pour le côté historique, mais revenons sur l'artiste dont on va parler aujourd'hui. Et si vous connaissez un peu en city pop, vous ne serez absolument pas étonné de qui j'ai choisi. Parlons de Tatsuro Yamashita. Il s'agit un peu du dieu de la city pop. Premièrement, c'est lui qui a composé l'hymne un peu du genre qui s'appelle Plastic Love pour sa femme Maria Takeuchi. Ensuite, il a fait partie du groupe pionnier du genre qui s'appelait Sugar Babe. Et enfin, il a une magnifique carrière solo avec des magnifiques albums comme Big Wave, Ride on Time ou l'album qui nous intéresse aujourd'hui, For You. For You, c'est un album qui annonce la couleur dès sa pochette avec ce grand ciel bleu. On est là pour s'amuser, on est là pour s'aimer, on est là pour profiter de l'été. L'album a quelque chose de très californien. Cela s'entend surtout dans les chœurs à la Beach Boys, qui est un groupe qui l'a énormément inspiré.
Monsieur a donc des goûts de roi. Ces chœurs, Tatsuro Yamashita aime beaucoup utiliser avec sa propre voix, un peu comme la bande de Brian Wilson, mais aussi avec des chœurs de femmes. On peut en entendre notamment sur le morceau Ride on Time, sur Love Talking, ou évidemment le morceau qui nous intéresse aujourd'hui, l'intro de For You, Sparkle. Avec Sparkle, on est clairement sur le type de morceau qui veut nous en mettre plein les oreilles dès le début avec quelque chose de très spectaculaire. Le morceau commence avec un riff de guitare bien funk seul, qui sera ensuite accompagné par une montée de cuivre bien puissante, et ensuite l'arrivée d'une autre guitare et surtout une bonne basse slappée bien funk. Ensuite, la voix de Tatsuro est quand même assez exceptionnelle. Techniquement, on n'est pas sur le chanteur du siècle, mais alors au niveau des intentions et de l'énergie, on est vraiment au sommet. Et c'est quelque chose qui est pour moi primordial pour faire passer de l'émotion. Et si on rajoute les chœurs dont on n'a pas précédemment, notamment ceux de la fin, on obtient vraiment quelque chose de figé dans le temps, avec un aspect très onirique. Pour moi, ce morceau, c'est un véritable rayon de soleil, et il n'y a pas mieux pour se mettre dans l'ambiance de cet album. Je trouve aussi que la fin en fade out est très bien choisie, elle indique que la fête est loin d'être finie, au contraire, elle vient juste de commencer. Pour finir ce chapitre sur la city pop, je rajouterai que malheureusement, c'est très compliqué de trouver des morceaux de Tatsuro Yamashita de façon légale sur internet. Sparkle, lui, est disponible sur YouTube, il y a même un clip, mais le reste des albums, ça va être plus compliqué. Donc voici une liste de morceaux et d'albums qui peuvent vous plaire si vous avez aimé Sparkle. Juste avant, j'ai parlé d'un genre qui m'a fait découvrir beaucoup de morceaux de city pop, la Vaporwave. La Vaporwave, c'est un genre qui est vraiment à part, musicalement dans l'approche très simple, mais très fournie en termes d'esthétique visuelle. Ça s'est un peu perdu aujourd'hui, mais de base, la Vaporwave avait une vocation critique et satirique de la société de consommation, en s'appuyant notamment sur la décennie la plus ancrée dans cette dernière, les années 80. J'ai des frissons, je claque des dents et j'y monte le son. Ce lit de mes draps bleus froissés. Remix des musiques de cette époque, utilisation d'un effet de VHS sur les vidéos, ou même réutilisation des pubs de cette génération, tout était bon pour rappeler la nostalgie outrance de ces années. D'ailleurs, le saviez-vous, les écritures en japonais sur les pochettes d'albums de ce genre représentent l'arrivée de la culture japonaise en Occident. Et c'est pour ça que sur l'une des chaînes YouTube les plus connues regroupant des musiques de ce genre, Hardy Music, vous pouvez voir pour chaque son soit un extrait d'anime tourné en GIF, soit un extrait de jeux vidéo de cette époque tourné en GIF. J'en profite pour vous conseiller le clip de Davidine Buckhart, fait à partir du morceau Cherry Pepsi de Saint Pepsi, qui représente parfaitement ce que j'ai dit à partir de la réutilisation de pubs pour évoquer la nostalgie à outrance. Donc Macintosh Plus est une artiste américaine qui ne vous dit peut-être rien comme ça, mais si je vous passe un extrait de ce morceau, il y a
moyen que ça soit un peu plus évocateur. Il s'agit du deuxième morceau de l'album Floral Shop, qui est un peu l'album culte par excellence de la Vaporwave, mais nous ce qui nous intéresse, c'est les introductions, donc on va parler de Boot. Boot va me permettre de parler plus en profondeur de l'approche musicale de la Vaporwave. Personnellement, j'ai toujours vu ça comme du Chop and Screwed, mais avec la dimension hip-hop en moins et un point d'orgue mis sur la nostalgie. Mais là, j'en ai déjà peut-être perdu certains, donc qu'est-ce que le Chop and Screwed ? Pour faire court, il s'agit d'une technique de mix inventée à Houston par le grand DJ Screw qui vise à ralentir un morceau et à le redécouper plusieurs fois afin de lui donner un aspect plus planant. Aujourd'hui, l'héritage Chopped and Screwed, on le retrouve surtout chez des artistes comme A$AP Rocky, mais aussi également sur des albums de hip-hop qui ressortent en version Chopped and Screwed. Vous savez, les fameuses pochettes violettes. Donc là, on a un morceau qui est construit entièrement avec cette technique et qui prend pour base le morceau Tar Baby de Shadé, sorti en 85 sur l'album Promise. Elle en fait quelque chose de totalement différent et de vraiment puissant, je trouve, en tant qu'intro. Le début est seulement ralenti avec un saxophone sonnant assez triste et nocturne. On entend ensuite une première coupe pour nous mettre dans le bain. Et ensuite, la voix de Shadé nous dégouline dessus en étant pitchée vers le bas et ralentie à outrance. Et puis ensuite, c'est la fête du hachage. Écoutez ça, c'est juste magistral, je trouve. Je trouve que ce morceau a un poids, vraiment une lourdeur qui est vraiment assez fascinante et qui ne peut pas laisser indifférent quand on l'écoute. On revient sur l'aspect politique dont j'ai parlé tout à l'heure de la Vaporwave. On prend un objet culte, on le modifie pour en faire quelque chose de nouveau qui critique le contexte sociétal de l'époque. Je vais conclure avec mon moment préféré qui est juste après le pont et qui à l'époque m'a totalement absorbé dans l'album. Je vous conseille donc d'écouter cet album qui est pour moi un des meilleurs années 2010, un véritable classique. Vous pouvez difficilement le trouver sur Deezer et Spotify dans le sens où il n'est pas disponible, mais par contre sur YouTube et SoundCloud c'est vraiment facile à trouver. Alors oui, je sais, je me suis rasé, oui, on a changé de décor, mais bon, c'est la première vidéo, on tente des trucs, qu'est-ce que vous voulez. Si on me demandait ma décennie préférée dans l'histoire de la musique, je dirais sans hésiter les années 90. C'est évidemment très personnel, mais tellement de genres étaient à leur sommet dans cette période. Rien qu'en 1994, on pouvait écouter à la fois UGK, Mary J. Blige, TLC, Brandy, Jeff Buckley, Portishead, Outkast... Mais nous on va plutôt se diriger vers l'année 1991, et non, c'est pas pour Nevermind de Nirvana. Si vous êtes fan de rock, pour vous ça sonnera peut-être un peu comme une évidence, mais c'est quand même une intro que j'aime beaucoup et donc j'en parle quand même. My Bloody Valentine, c'est un groupe qui sortira en 1991 son album Loveless. Cet album démocratisera un nouveau genre, je sais encore un nouveau, le shoegaze. Pour expliquer ce genre, je dirais que c'est un mélange de rock avec beaucoup d'éléments de pop mine de rien et surtout saturé de guitare avec des effets de partout. C'est d'ailleurs pour ça que le genre s'appelle shoegaze, shoe pour chaussure, gaze pour regarder parce qu'à force d'appuyer sur des pédales d'effet, ils regardaient plus que leur yep. Loveless est un album qui a énormément inspiré beaucoup de groupes, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce que si vous écoutez L'Honeurisme ou même Currents de Tame Impala, il y a beaucoup de choses qui ressemblent.
Je ne peux que vous conseiller des morceaux comme la ballade dissonante qu'est Sometimes, le track façon hit pop rock qu'est When You Sleep, ou encore la trépidante outro Soon. Mais ici, on est là pour parler d'intro. Cette intro qui est d'ailleurs objectivement le meilleur morceau de l'album, hein, même si mon petit chouchou ça reste Sometimes, je dois l'avouer. Only Shallow a une structure très simple, il s'agit juste d'une alternance entre un refrain instrumental très énergique et 3 couplets chantés beaucoup plus calmes. Le refrain est très brutal, avec ce putain de roulement de caisse claire juste jouissif. Et accompagné par ses guitares saturées et ce synthétiseur anarchique. Le couplet est chanté par Belinda Butcher, la guitare est beaucoup plus cadrée et tout semble beaucoup plus éthéré. Le synthétiseur n'est plus là et les paroles sont à peine perceptibles et chantées avec beaucoup de douceur. Tout ça jusqu'à ce que le fameux roulement de caisse claire vienne nous réveiller pour le refrain. Ce morceau voulait représenter une relation basée autour du sexe, avec de la délicatesse, certes, mais très peu d'attachement. Et mine de rien, cette structure toute simple, je trouve que ça en fait la parfaite porte d'entrée pour un album qui, à l'époque, devait sonner si particulier quand j'y pense. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est que dans le 3e couplet, on peut entendre une légère montée en puissance des chœurs, et c'est quelque chose qui est très subtil et qui s'entend très peu à l'oreille, mais c'est dans les détails que se cache la perfection. Only Shallow, c'est donc un chaos de tendresse proposé par le groupe pour nous plonger dans un univers inédit. La marque des grands albums, j'ai envie de dire. Quand on parle de groupes cultes des années 80, les premiers cités sont en général New Order, The Cure, The Smiths, Depeche Mode, mais il y en a un qui est un peu moins évoqué que les autres et c'est Talking Heads. Attention, le groupe est loin d'être inconnu, mais leur style de musique est tellement particulier que je pense que c'est compliqué pour eux de représenter vraiment une époque particulière. D'ailleurs, quoi de mieux pour évoquer cette singularité que de parler de l'intro de leur 4e album sorti en 1980, Remain in Light. Les années 80 ont vu émerger des groupes comme on a vu juste avant, mais aussi des artistes comme Kate Bush, Prince et un petit producteur du nom de Giorgio Moroder. La principale raison de cette nouvelle scène, c'est évidemment la démocratisation du synthétiseur. Le contexte poétique de l'époque jouait aussi beaucoup, notamment en Angleterre, sous la période Thatcher, avec la New Wave qui représentait un peu une jeunesse désabusée. Tout ça mélangé, ça a créé de la musique hyper novatrice. On pouvait par exemple avoir des morceaux avec des rythmes très dansants, mais avec des textes beaucoup moins gais. Et ça représentait un peu justement cette jeunesse qui savait pas trop où se placer dans ce monde vide d'intérêt. Talking Heads, eux, viennent de la scène punk new-yorkaise. L'héritage punk de Talking Heads se ressent quand même beaucoup plus dans leur premier album, qui contient leur morceau sûrement le plus connu, Psycho Killer. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Remain in Light, c'est une expérimentation tout à fait différente, et ce grâce à 2 personnes en dehors du groupe que je vais vous présenter, et pour ça, attardons-nous sur l'intro, Born Under Punches, The Hit Goes On.
Pour montrer la direction étrange que l'album va suivre, le Quatuor a décidé de mettre le paquet dès le début du projet. La première influence frappante, c'est évidemment l'afrobeat de Fela Kuti. Pour faire court, Fela Kuti, c'est un chanteur, saxophoniste, chef d'orchestre, personnalité politique nigérian, qui est peut-être une des plus grandes sommités de la musique du XXe siècle. Il créera dans les années 60 l'afrobeat, un mélange un peu dingue entre son genre parent le highlife, le jazz et le funk. Talking Heads est tombé complètement amoureux de la musique de Fela Kuti et a commencé à composer Remain in Light en étant pleinement assumé dans le côté inspiration de sa musique. Le morceau commence directement avec des influences d'afrobeat, que ça soit au niveau de la rythmique de la guitare ou du phrasé de David Byrne. Il s'agit d'un son avec un groove assez particulier qui accroche directement l'oreille. Et ensuite, il faut évidemment parler du deuxième monsieur en dehors du groupe qui a été très important dans la confection de cet album, Brian Eno. Brian Eno, c'est ce qu'on appelle communément un génie. C'est un des pionniers de l'électro et de l'ambiance, mais aussi un arrangeur de génie. Il travaillera dans les années 70 avec David Bowie pour sa trilogie berlinoise. Ainsi qu'avec Iggy Pop. Pour Talking Heads, c'est différent, souvent considéré comme le 5e membre du groupe, c'est déjà le 3e album sur lequel il fait figure. Il est grandement responsable de l'évolution musicale de ce groupe, il atteindra d'ailleurs son sommet sur cet album, et ce dès l'intro. En plein milieu de l'intro, on peut entendre un solo qui sonne bien électro et qui pourtant colle parfaitement avec l'afrobeat de Fela Kuti. Pour moi, c'est une véritable démonstration de ce qu'est la compréhension de l'essence d'une musique de la part du groupe et de Eno. Ils ne se sont pas seulement inspirés de musiques qu'ils aimaient bien, ils les ont poncées. D'ailleurs, il était dit que l'album Expensive Shit tournait en boucle dans le studio pendant qu'ils enregistraient leur album. La deuxième partie du morceau me rappelle d'ailleurs aussi beaucoup Fela Kuti quand il ramenait ses femmes pour faire les chœurs sur scène. Cela ajoute donc une autre dynamique de plus, et toujours sans être indigeste, je trouve ça vraiment très impressionnant. En bref, Born Under Punches est un véritable chef-d'œuvre, et aussi la preuve que la bande de David Byrne a tout à fait compris l'essence de la musique, et comment est-ce qu'on peut mélanger les genres différents. Remain in Light est pour moi un album incontournable pour quiconque veut s'intéresser à la musique. Bon, je voulais terminer avec ce qui est pour moi la plus grande intro de l'histoire de la musique, à égalité avec 2-3 autres. Je vais essayer de pas trop m'étaler sur la carrière de Marvin Gaye car il y a tellement à analyser, tellement à dire que pour en parler, il faudrait que je me fasse mal au dos. Putain, quel rime de bâtard! Issu de son 13e album et 3e opus de sa période dorée des années 70, Marvin Gaye cherchera à quitter la soul classique pour se diriger vers des sonorités un peu plus en vogue. Donc en gros plus proche du disco naissant de l'époque. Ceci, il le fera accompagné de Leon Ware, qui l'aidera à façonner sa nouvelle identité, surtout au niveau des percussions. Ils composeront donc un album avec une musique visant à mettre le public en transe, à laisser leur corps seul s'exprimer, comme d'ailleurs le montre très bien la pochette de cet album. C'est d'ailleurs un artiste qui a une pelletée de bonnes intros, mais on va s'attarder sur la meilleure d'entre elles, le morceau éponyme de l'album, I Want You. Ce morceau est, comme on l'a beaucoup vu aujourd'hui, une montée en puissance juste exceptionnelle. On commence tout doucement avec des vocalistes de Marvin Gaye qui apparaissent petit à petit en canon. Tout ça dans une atmosphère calme portée par des percussions sonnant très chaud.
L'ambiance est annoncée, c'est érotique, il fait chaud, Marvin veut du sexe. Cet album est dédié à sa deuxième femme, Janice Hunter, qu'il a rencontrée alors qu'elle avait seulement 17 ans et que lui était déjà bien majeur. Et cette relation bizarre qu'a Marvin par rapport aux femmes, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Plus que sa femme, Janice était la muse de Marvin Gaye. Donc cet album ne lui est pas seulement dédié, il est aussi carrément inspiré de cette relation. Le morceau est assez complexe, mais reste quand même très accessible. Tous les instruments se répondent bien, l'aspect charnel est soutenu par la guitare et les percussions, tandis que le côté plus nocturne et occulte est lui soutenu par les violons et les cuivres, qui rajoutent d'ailleurs du grandiose et de la prestance. On sent la tension monter jusqu'à un certain moment où le morceau semble se relâcher totalement. Marvin Gaye va commencer à chanter 2 phrases en boucle jusqu'à l'unique couplet qu'on peut entendre vers 1 minute 45 du morceau. Maintenant, parlons un peu de la performance vocale du monsieur. Ce morceau fait partie de ceux dans sa discographie qui prouvent pour moi que vocalement, ce mec est juste intouchable. Déjà, bon, ça c'est clair, il a une voix exceptionnelle. Mais plus loin que ça, je trouve que c'est surtout dans la créativité qu'il est intéressant. Dans sa recherche de mélodies marquantes, d'envoler dans les aigus juste dingues, et surtout dans la transmission d'émotions, ce qui est quelque chose que je trouve vraiment important, comme j'ai pu le dire d'ailleurs précédemment dans la vidéo. Et dites-vous de base, il était juste le batteur pour certains artistes de la Motown. Genre il était pas chanteur de base. Enfin ça me rend fou. Je vais arrêter de m'étaler sur ce cher Marvin Gaye car je compte faire une vidéo entière dédiée à un de ses albums. Retenez juste que I Want You est une intro légendaire qui est comprise dans un album légendaire qui n'a pas vieilli en presque 50 ans d'existence et qui ne vieillira sûrement jamais. Faire une bonne intro, c'est pas seulement choisir un morceau qui représente vite fait l'ambiance du projet, c'est quand même beaucoup plus subtil que ça. Que ça soit dans la construction du morceau, les paroles, l'ambiance ou même les instruments choisis, il faut que ça ait du sens. Même si en intro j'ai dit que je ne voulais pas parler de rap, j'aimerais caler un petit mot sur la trap pour la fin. La trap, c'est peut-être le genre le plus emblématique des années 2010, on a vu énormément d'artistes merveilleux émerger, mais aussi des projets qui feront date dans les années à venir. Ce genre est notamment bien ancré dans la culture de la mixtape, notamment grâce à des plateformes comme DatPiff. Par définition, les mixtapes ont une construction beaucoup moins travaillée que les albums, et d'ailleurs, si je vous demande le premier album de Young Thug, je suis sûr que beaucoup me répondront Barter Six ou Jeffrey, alors que il s'agit de So Much Fun en 2019, ce qui est très tard. Sauf que, retournement de situation, on a quand même d'excellentes intros pour des projets de trap. Je pourrais citer Trap House 3, Wyclef Jean, Monster, ou même en France, Violence Urbaine Émeute de 13 blocs, qui est vraiment très marquant. D'ailleurs, si on revient aux albums, j'aurais bien aimé parler de DS2 de Future avec son intro I Thought It Was a Drought. Bon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai essayé au maximum de mixer les genres et les continents et j'espère que ça vous a plu. Pour la suite de ma chaîne, je vais essayer de m'attarder plus sur des albums en particulier par vidéo. Car je pense qu'il y a énormément de projets qui méritent d'être connus du grand public. Et si je peux vous faire découvrir des choses, moi je suis super content. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires, notamment pour me dire si c'était trop peu fourni ou trop fourni, j'essaie de trouver le juste milieu, et comme c'est ma première vidéo, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. D'ici là, n'écoutez pas tous les puristes, vous écoutez ce que vous voulez, on les emmerde. À bientôt.